ce soir, j'ai l'immense honneur d'accueillir trois managers de l'industrie hôtelière qui ont gentiment accepté de venir échanger avec moi sur le sujet de la décarbonation dans l'industrie hôtelière. Alors, la décarbonation, vous l'avez compris, c'est l'ensemble du process qui permet de réduire les émissions de CO2 dans l'industrie hôtelière. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien ça pèse l'industrie hôtelière dans le monde en termes d'émissions de CO2 en pourcentage? 15%? Non, c'est 1%. C'est 1%, mais c'est 1% de trop. Donc, malgré tout, ça a des enjeux. Il y a des enjeux importants, vous en doutez. Il y a des enjeux réglementaires, il y a des enjeux écologiques et financiers. Donc, pour répondre à ces questions, donc on va engager l'échange avec les trois managers que je vais laisser se présenter. Voilà. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Yves Lepézeron, le directeur de la restauration de l'hôtel Warwick à Paris, un hôtel qui a 150 chambres, rue de Berry, à côté des Champs-Élysées, et membre actif du club des directeurs de la restauration, le CDRE Exploitation. Bonsoir à tous, Jérôme Bourdet, donc je suis asset manager pour le groupe Villa M. Villa M dans le 15e, hôtel que j'ai ouvert il y a 3 ans déjà, designé par Philippe Stark, Pasteur exactement. Et je vais pouvoir en parler un petit peu plus longuement juste après, avec des vraies spécificités sur le sujet. Et je suis président du club des directeurs restauration et exploitation, CDRE, puisqu'on est tous les trois du CDRE, un club qui existe depuis plus de 30 ans, comme vous l'avez compris, directeur de la restauration et d'exploitation des hôtels 4 étoiles et 5 étoiles et palaces. On est 150 membres en France, 2 grosses régions PACA et Île-de-France. Et donc, on dynamise la profession. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de vous croiser au sein du club. On a des directeurs d'hôtels, des directeurs d'exploitation et directeurs FNMI de ces hôtels. Et nous organisons, je vais terminer là-dessus, un trophée pour les jeunes en BTS, licence, bachelor, tous les ans depuis 23 ans. Le prochain a lieu fin mars avec 10 finalistes de 10 écoles, de 10 régions. Et on met à disposition, à profit de nos expériences des différents membres présents auprès des jeunes que l'on parraine par la suite. Voilà. Donc, trophée CDRE, je vous le dis, si vous avez l'occasion de regarder sur Internet, un très beau concours reconnu nationalement pour les managers. Oui, et donc Ferrandi Paris a déjà participé d'ailleurs il y a 2 ans, donc tout à fait. Donc bonsoir à tout le monde, je m'appelle Kenny Van Loveren. Vous avez compris, je ne suis pas français, donc d'où l'accent et le nom un peu compliqué. Je suis directeur conseil développement du groupe Majorien, qui est un groupe qui propose des solutions aux hôteliers restaurateurs, notamment Territoria, qui est une marque volontaire prisée par l'Anducas. On a d'autres solutions, mais je pense qu'on pourra un petit peu parler tout après. Et avant d'être chez Majorien, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant presque 15 ans, d'abord à Bruxelles, où j'ai fait mes études, et après à Berlin dans les palaces et dans les hôtels très haut de gamme, et ensuite en France dans les hôtels IAG, dans les hôtels indépendants groupe Bellerive, et enfin à l'hôtel Magic Circus à Paris. Très beau parcours, ok. Ouais, vous avez... Alors, sur la question qui dit décarbonation, dit quand même carbonation. Donc, la première question, c'est si on se place bien sûr du point de vue de l'unité commerciale qui nous intéresse, à savoir les hôtels. Est-ce que vous pouvez expliquer, mais en fait, quels sont les postes au sein d'un hôtel qui émettent le plus de CO2 ? Alors moi je vais commencer, vous avez forcément la cuisine avec la production restauration qui produit automatiquement du gaz. Vous avez aussi tout ce qui est hébergement avec le linge. Si vous avez une lingerie dans un hôtel, forcément là vous avez aussi de la production. Vous avez, mais bon, je vais revenir un petit peu sur la question de départ, c'est quel type on utilise le gaz naturel, entre autres, sur certains hôtels. On a le fuel sur d'autres. On a l'électricité provenant de sources fossiles. Et on a le charbon. Voilà, ça, c'est les 4 productions actuellement dans l'hôtellerie en général.
Je sais que Kenny a un exemple sur le fuel. Oui, donc en effet, comme je vous ai dit, donc, nous avons des solutions pour les hôteliers restaurateurs, et notamment Chlorophylle, qui est une solution qui permet de calculer l'empreinte carbone d'un hôtel-restaurant. Et en effet, lorsque les hôtels-restaurants doivent renseigner les données, en effet, on sait exactement comment est-ce qu'ils se chauffent, comment est-ce qu'ils se sont équipés en termes d'énergie. Et en effet, je n'y croyais pas, mais c'est en préparant la table ronde avec Yves et Jérôme qu'on a découvert que chez nous, nous avons à peu près 4000 clients hôtels-restaurants, on a à peu près 600 inscrits au niveau de la solution carbone, avec à peu près une centaine de bilans carbone finalisés et validés. Là-dedans, il y a quand même des hôtels qui sont encore avec le fioul. C'est presque 10%, donc on n'y croit pas toujours. On a des réseaux d'indépendants, donc ça veut dire que ils n'ont pas forcément des conditions neuves, c'est surtout des hôtels existants. Et en effet, il y a quand même toujours des surprises, notamment le fioul en fait partie. Alors, la source d'énergie la plus importante dans l'hôtellerie, c'est le gaz naturel, forcément, pour le chauffage et les cuissons. Hein, puisque vous avez demandé au départ quelles étaient les sources importantes sur l'hôtellerie. Yves, tu as rajouté quelque chose ? Oui, par exemple, nous, à Paris, dans beaucoup d'établissements, vous passez par le CPCU, donc c'est la ville de Paris qui a organisé cela. C'est des grands tuyaux d'eau qui arrivent pour alimenter et pour chauffer les bâtiments et les hôtels. Donc c'est une autre source de chauffage. Dans certains hôtels, le gaz est interdit. Donc, par exemple, chez nous, c'est où l'électricité. Heureusement, on a le CPCU qui permet de baisser considérablement les prix et puis qui reste quand même un facteur un petit peu vert, un petit peu. Si on doit faire, malheureusement, on va dire une sorte de podium des activités qui sont le plus carbonées, on a parlé du fuel, oui. J'imagine qu'il est sur le podium, mais si vous deviez vraiment lister celles qu'il faut targeter en priorité en termes d'action de décarbonation, ce serait lesquelles ? Moi, j'aurais envie de citer le charbon, automatiquement. Hein. Le charbon, moins courant, mais encore utilisé dans certains hôtels anciens ou à grande échelle. C'est vrai que quand je dis ancien, on va plutôt les trouver en province qu'à Paris. Énergie de moins en moins utilisée en raison de son impact environnemental élevé, hein, forcément. On peut encore le retrouver dans certaines installations de chauffage, hein, principalement, ou de production d'eau. Voilà. Mais il est vrai que aujourd'hui, c'est une minorité. Et je pense que les hôtels qui utilisent le charbon aujourd'hui ont tout intérêt à réagir assez rapidement. Oui. Là, bien sûr, on est sur le marché France, donc on imagine dans d'autres pays. Oui, c'est sûr. Alors, en 2023-2024, une chaîne d'hôtels économiques qui s'appelle Easy Hotel avait réhabilité 12 hôtels situés au Royaume-Uni en diminuant de 45% leur émission de carbone. Le plus gros de l'enveloppe était consacré à l'installation d'équipements pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments, pompes à chaleur, panneaux solaires, compteurs intelligents et nouveaux systèmes de climatisation et de surveillance. Ma question, est-ce que vous, à votre niveau, par le passé ou aujourd'hui, vous avez mis en œuvre ou vous comptez mettre en œuvre ce type de plan au sein de vos établissements ou de vos partenaires ? Alors chez nous, comme je disais, donc c'est plutôt des hôteliers indépendants et des restaurateurs indépendants. Donc nous, on ne peut pas imposer à ce qu'ils vont faire beaucoup de rénovations pour améliorer les performances énergétiques. Hein. On va néanmoins les encourager à faire beaucoup d'efforts, surtout lorsqu'on va rénover, parce qu'ils ne pourront pas à chaque fois fermer l'hôtel pour faire des rénovations importantes. Néanmoins, lorsqu'ils vont rénover certaines parties, on les encourage fortement, bien sûr, à mettre en place des actions de réduction d'énergie. L'autre jour, j'ai visité un hôtel qui était en Auvergne-Rhône-Alpes et c'était non pas une rénovation mais une construction neuve et c'était près de lac d'Annecy. C'était super intéressant parce qu'ils étaient donc en montagne et ils avaient l'occasion de faire une rénovation complète donc pendant 1 an d'un vieux bâtiment qui était avant dédié au chantier naval et en effet ils ont fait un hôtel et du coup ils ont permis de rajouter quand même pas mal d'équipements, notamment un système de géométrie qui fait qu'en effet ils peuvent récupérer pas mal de chaleur du sol pour chauffer en hiver et aussi un peu de fraîcheur du sol pour climatiser davantage en été. Et ça permet quand même de réduire fortement le besoin en énergie fossile ou énergie d'autres. Mais ça reste quand même des projets assez lourds et des projets très importants.
sur un point de vue quotidien, il y a d'autres choses à mettre en place. Et là, nous, on les accompagne aussi sur pas mal de sujets, notamment la sensibilisation, notamment l'information. Parce qu'en effet, un exemple concret, c'est en cuisine. Si on laisse certains cuisiniers, ils arrivent le matin, ils allument directement les salamandres et laissent toute la matinée voir tous les services, en simplement juste en allumant lorsqu'ils en ont besoin. C'est des gestes plutôt simples, mais ça permet sur le long terme quand même d'avoir des réductions assez importantes. Alors, Easy Hotel, moi, je trouve que c'est très séduisant ce qu'ils ont apporté sur le groupe et la dynamique sur le groupe. Moi, je vais parler de la Villa M que je connais bien, puisque la Villa M, hôtel un peu hybride dans le 15e, avec une façade végétalisée, arrosée, donc entretenue par l'eau de pluie, récupérée, entre autres. On a mis en place un déshydrateur dans l'hôtel pour l'équipe cuisine et l'équipe salle pour tout ce qui est déchets alimentaires, pour pouvoir faire un compost que l'on réutilise dans le jardin de l'hôtel. On a notre initiative sur les chambres aussi, dans la construction du bâtiment. Et ça, c'est important de le souligner aussi. Nouvelle construction, donc ça aide forcément. Vous avez des capteurs dans les fenêtres qui permettent, quand vous ouvrez la fenêtre de la chambre, d'avoir l'air conditionné qui s'arrête. Et donc là, on a une économie aussi, une consommation maîtrisée. Une question peut-être ? Non. Je pense qu'il a entendu ma question. Alors non, c'est donc alors pour expliquer, c'est une machine qui permet donc d'utiliser l'aliment, le déchet alimentaire et voilà exactement l'épluche. Enfin bon, je n'ai pas besoin forcément de vous l'expliquer, vous avez compris, et qui permet ensuite de faire. C'est un déshydrateur, pour le terme exact. Déshydrateur, vous regarderez. Et donc, c'est un investissement de 25 000 €. C'est le plus petit, d'ailleurs, qu'on a pris, puisqu'on manquait d'espace. Donc, c'est un coût aussi, au départ. Mais ce qui permet ensuite de faire votre compost pour ensuite réutiliser dans le jardin de l'hôtel, sur le rooftop, voilà, toute la partie végétalisée. Voilà. Mais du coup, vous avez un coût énergétique sur le déshydrateur ? On a un coût énergétique, mais qui est maîtrisé aussi. C'est-à-dire que le déshydrateur propose aussi une maîtrise en termes de coût d'électricité. En ce secteur, mais tout est étudié. Enfin, vous regarderez la fiche technique, je ne l'ai pas en tête. Et quand vous faites votre calcul, vous avez un intérêt à pouvoir gérer tout ce qui est déchets alimentaires par ce fonctionnement. Ouais. Et surtout, de pouvoir retrouver le compost dans le jardin de l'hôtel et pouvoir le partager avec vos clients, les équipes, le chef de cuisine qui a son potager dans le jardin et qui le traite d'une certaine manière. Les capteurs en chambre, ça c'est vraiment un vrai sujet aujourd'hui. Les nouvelles constructions, de plus en plus maintenant, mettent des capteurs de mouvement dans les pièces. Donc personne dans la pièce, le chauffage ne démarre pas ou l'air conditionné ne démarre pas. Et sur la partie fenêtre, voilà. Donc ça c'est un plus aussi. Ouais, je voudrais rajouter que je pense que dans un hôtel, c'est difficile parfois la transition lorsque vous avez un vieil hôtel. C'est des gros investissements pour qu'on puisse tout changer. Et aussi très important, je pense qu'il ne faut surtout pas rater son ouverture et bien se faire conseiller par des sociétés spécialisées là-dessus pour ne pas avoir de travaux à faire pas très longtemps après son ouverture. Alors bien sûr, au centre de l'hôtel, il y a le client. Selon une étude menée par Booking en 2023, 76% des voyageurs ont indiqué une probabilité plus élevée de réserver un hôtel s'il était certifié écologique. Et de plus, l'étude a révélé que 43% des voyageurs étaient prêts à payer plus dans des hébergements qui privilégient la durabilité. À votre niveau, est-ce que vous avez senti une évolution des comportements et des attentes de vos clients au sujet du développement durable et d'économie d'énergie? Personnellement, oui, je l'ai remarqué depuis 10-12 ans. J'exerçais sur Toulouse, je dirigeais l'hôtel Marriott à Toulouse. Et à Toulouse, vous avez Airbus, automatiquement, et vous avez une clientèle très européenne, espagnole, allemand, suédois, enfin, vous avez toute l'Europe représentée sur Toulouse. Et donc, ma clientèle était assez équilibrée sur ces différentes origines. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les Allemands, prenons l'exemple, étaient très, très réceptifs
à ce que l'on faisait sur l'hôtel. Entre autres, tout ce qui est parterre extérieur, on ne traitait pas la pelouse, hein, elle était traitée naturellement. Donc on le faisait savoir et ils étaient très réceptifs à ça. On a alors une petite anecdote, mais bon, on a mené une expérience sur Toulouse avec les palettes en bois à ce moment-là, il y a 12 ans. Hein. Attention, c'est plus d'actualité aujourd'hui, même si on les retrouve sur certains bars parisiens. Et on avait fait un bar éphémère près de la piscine pour l'été. Donc on les a traités, c'est le personnel de l'hôtel qui s'est occupé de ça. Et puis on a créé ce bar un peu d'été, de mai à octobre. Et à ce moment-là, j'avais donc la Coupe d'Europe de foot de mémoire. Et les Suédois avaient choisi l'hôtel pour cette initiative du bar éphémère qui avait été créé par les équipes au bord de la piscine. Voilà. Donc un autre exemple. Moi, je peux rajouter qu'en effet, au-delà de Booking.com, nous aussi, on a fait une étude auprès des voyageurs il y a 1 an. Et donc, Booking parle de 76% des voyageurs qui espèrent réserver dans un hôtel engagé. Ben, nous, ça va jusqu'à 9 sur 10. Donc, on a fait une étude auprès de 100 000 personnes en France, Belgique et Italie. Et en effet, dans nos voyageurs, donc ça veut dire des clients qui espèrent avoir des 4 étoiles, des 5 étoiles, restaurants étoilés Michelin, etc. Là, on a sur 9 sur 10 qui attendent plus de clarté des hôtels-restaurateurs. Pour eux, c'est pas assez clair, c'est pas assez. Donc, ils cherchent bien sûr un hôtel engagé, mais pour eux, c'est pas assez clair, c'est pas assez lisible ce qui existe comme engagement. Donc, ils attendent plus de visibilité de ce qu'ils font. On a noté aussi qu'en effet, les voyageurs, ils attendent bien sûr dans la restauration surtout de produits français, des produits élaborés en France, des produits de saison, et bien sûr aussi des produits qui sont vraiment fabriqués sur place et non pas réchauffés. Et enfin, bien sûr, on note aussi que surtout sur la partie séminaire et la partie demande des groupes, on a même un propre service groupe chez nous. Et en effet, de plus en plus, on note qu'il y a quand même des demandes d'avoir des hôtels engagés qui permet justement de répondre davantage. Et les clients veulent avant tout des endroits dans lesquels on fait attention à la planète, mais aussi à la partie sociale. C'est important de dire ça aussi, que ce n'est pas forcément uniquement l'écologie, mais c'est aussi la partie sociale. On s'occupe bien de nos collaborateurs. Ça permet aussi des importants indicateurs pour justement interroger pour un séminaire ou pour un groupe. Oui, c'est vrai qu'on le voit beaucoup au niveau des collaborateurs. Les clients, ils sont de plus en plus sensibles et ça en fait partie. Et puis, pour les 1% qu'on n'a un petit peu rien à faire de ça, par exemple, la clientèle du Moyen-Orient, c'est à nous aussi de les habituer pour qu'ils changent un petit peu d'état d'esprit, qu'ils y soient beaucoup, beaucoup plus sensibilisés. Vous l'avez compris, hein, c'est vrai que c'est très culturel. Le Moyen-Orient, je rejoins, pour les avoir connus aussi, c'est vrai que c'est plus compliqué, je pense que ça nécessite toute une pédagogie. Ouais. Mais en Europe, j'ai envie de dire, la dynamique, elle est présente, et on sent une vraie attente, on sent une vraie une attente et un discours au sein de nos équipes. Ouais. Du coup, ça amène une question par rapport à ça. Comment on aide justement la clientèle dans ce contexte un peu international? On voit bien qu'il y a des comportements différents. Comment vous, hôteliers, vous sensibilisez les clients à ces sujets-là? Alors, il y a une question un petit peu plus loin sur le label, hein, la certification. Donc ça, c'est 2 choses importantes à mener dans nos établissements. Je vais prendre la clé verte pour l'avoir mis en place sur Toulouse. On est parti de 0. On n'était pas tant d'hôtels que ça à Toulouse à l'avoir. Gros travail, hein, ça ne s'improvise pas. Énormément de points précis à mettre en place. Hein, je ne vais pas tous les citer. Tri sélectif, le traitement du jardin de l'établissement, enfin, ça va très loin. Et donc, ça nous permet quand même de mettre un premier step sur l'hôtel. Un label, c'est visible sur le site, c'est visible à l'entrée de l'hôtel, c'est visible aussi dans le discours de nos équipes, dans les habitudes qui sont mises en place dans l'établissement. Et surtout, ça est rappelé par la direction de l'hôtel, si on est vraiment animé par le sujet, lors du briefing du matin, de bien rappeler les initiatives nouvelles que l'on mène tous ensemble, le chef de cuisine aussi d'ailleurs, parce que la cuisine aussi n'est pas épargnée, pour ensuite le partager avec nos clients et dans l'interaction avec nos clients. Voilà. Mais il faut que ce soit
affiché, visible, partagé, sensibilisé, visible sur le site de l'hôtel aussi, d'où le label aussi. Donc, voilà. Ça répond à la question. Alors, le développement de la décarbonation en hôtellerie se traduit par l'émergence d'un certain nombre d'acteurs sur ce marché. On a parlé bien sûr des hôtels, mais on va s'intéresser aussi aux cabinets de conseil qui, en fait, leur nombre s'est fortement développé, on s'en doute, avec l'importance de la décarbonation. Donc, on a des cabinets de conseil sur les sujets d'audit énergétique qui vous aident à calculer l'empreinte carbone, des cabinets qui aident à l'obtention des labels environnementaux. On parle de la clé verte. Est-ce que vous travaillez avec ces acteurs et comment ? Alors, je voulais que Kenny commence parce que je n'ai pas forcément la réponse précise. Alors du coup, je suis dans le cadre d'un cabinet de conseil. Donc en effet, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans le CHR. Donc ça, c'est important à rappeler qu'il y a beaucoup de cabinets qui existent. Ils ne sont pas forcément tous du secteur. Donc avant de travailler avec quelqu'un, il faut vraiment prendre quelqu'un qui connaît bien le secteur et pas qui fait un magasin le lundi, un hôtel le mardi et après encore autre chose le mercredi. Donc il faut vraiment prendre des spécialistes du secteur. Et donc en effet, nous, on l'aide à calculer les empreintes carbone d'hôtels, restaurants, de camping ou de maisons d'hôtes, enfin tout ce qui concerne l'hospitality. Et en effet, on a développé un outil qui est censé calculer l'empreinte carbone d'un établissement, voire de plusieurs en cas d'un groupe, et du coup qui prend en compte les vraies spécificités du secteur. Et ça me permet de rappeler qu'en effet, en hôtellerie-restauration, vous l'avez dit qu'il y a 1% seulement. Néanmoins, dans ce pourcent-là, l'impact des voyageurs est très important parce qu'ils viennent en avion, ils viennent en train, c'est encore mieux en voiture, c'est pire, mais on peut agir sur certaines choses, mais pas sur tout parce que le voyageur doit quand même venir dans l'hôtel. Si on ne peut pas accueillir des voyageurs, ça ne sert à rien d'avoir un hôtel. Donc pour le coup, là-dessus, c'est compliqué à travailler dessus. On peut sensibiliser, on peut proposer d'avoir des réductions si en effet les clients viennent en train ou en voiture par exemple, et non pas en avion. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose de compliqué à travailler. À côté de ça, on prend en compte l'ensemble des activités dans un hôtel, dans un restaurant, et du coup, on va travailler en détail sur le kilo de linge, par exemple, sur le nombre de couverts au restaurant, sur le déplacement des collaborateurs, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils viennent, l'ensemble des achats, etc., l'ensemble des facteurs qui viennent en compte, aussi bien direct et indirect. Et après, on a du coup le bilan carbone réalisé qui permet de voir où est-ce qu'on en est d'un point de vue kilo CO2. Et après, justement, on met en place des actions de réduction. On va voir justement où est-ce qu'il y a le plus de dépenses et après, avec des fiches ressources, on va justement mettre en sorte des actions pour réduire ce bilan carbone. Aujourd'hui, on a plus de 600 hôtels-restaurants inscrits dans la solution chlorophylle. On a plus d'une centaine de bilans validés et de bilans contrôlés par nous, avec plus de 80 qui ont déjà fixé l'objectif de réduction. Donc, ça montre qu'à notre niveau, on aide le secteur à décarboniser leur activité davantage. Et ayant quitté un peu l'exploitation, vous l'avez compris en début de présentation, ayant maintenant une fonction dans un siège d'un groupe qui est en train de se développer, on n'a pas les mêmes initiatives. C'est plus développé sur 600 hôtels, c'est plutôt de bons exemples. Mais sur le siège où je travaille, près de Pasteur, on a aussi de nouvelles initiatives qu'on souhaite mener sur le jardin, le potager pour le personnel sur le toit du bâtiment. On a panneaux solaires à l'étude. Donc là aussi, on essaie de créer des choses qui vont plus s'adapter à un lieu coworking, salle de réunion, voilà, entre autres. Et moi, j'ai noté aussi qu'il y avait une chose importante, c'était que si vous avez, on fait faire des audits énergétiques, mais les milieux bancaires et les investisseurs maintenant souhaitent de plus en plus que les actifs soient décarbonisés. C'est-à-dire, si vous voulez ouvrir un hôtel, vous devez aller voir votre investisseur ou votre banquier et vous avez intérêt à lui proposer un produit qui est décarbonisé parce que pour lui, il y est très sensible et il ne va peut-être pas investir la même chose si c'est fait ou pas. Je souhaiterais rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Van Louveren, tout à l'heure. En fait, pour que nos étudiants et puis nos diplômés ici présents comprennent bien, quand vous faites une mission dans un hôtel qui souhaite, par exemple, faire un bilan, un audit énergétique, concrètement, comment ça se passe ? Ça dure en moyenne combien de temps ? Quels outils, logiciels vous utilisez ? C'est comment le process ?
Alors, comme je vous ai dit, on va surtout faire le bilan carbone de l'hôtel-restaurant. Donc, on va ouvrir la plateforme pour lui et après, on va demander sur des questions bien précises, on va demander l'ensemble des activités qu'il propose. Est-ce qu'il y a un hôtel, restaurant? Est-ce qu'il y a des spas? Est-ce qu'il y a des activités de œnologiques? Est-ce qu'il y a d'autres activités, etc. Et après, pour chaque question, on va lui demander des preuves. Ça reste un déclaratif. Néanmoins, on n'est pas sur quelque chose qui va être validé d'office. On a toute une équipe de spécialistes de carbone qui sont là. Elles sont 3, parce que pour l'instant, c'est que des filles. Et donc, elles vont vérifier le bilan carbone à chaque fois. Donc, par exemple, ce matin, un hôtelier a validé son bilan carbone. Nous, on va compter derrière. S'il y a trop de déviations ou si les résultats sont trop bons, on va pouvoir corriger. L'autre jour, j'avais un palace parisien qui avait un bilan carbone trop bon. Donc, on l'a repris parce qu'on ne pouvait pas, on sait exactement que par rapport aux bâtiments existants, etc. Donc, on savait qu'il y avait des choses oubliées ou un peu embellies. Donc, du coup, on a permis de reprendre. Alors, après, sur la partie audit énergétique, là, pour le coup, c'est encore un autre métier. On travaille avec notre centrale d'achat avec des spécialistes de l'énergie. Donc, s'il y a un vrai besoin de faire un audit, on peut dépêcher quelqu'un sur place qui va vraiment faire un audit énergétique dédié pour le bâtiment. Mais c'est encore un autre sujet. Merci pour cet éclairage. Alors, si la décarbonation est l'affaire de tous dans vos entreprises, quels sont dans l'entreprise quand même, au sein de votre chaîne de valeur humaine, les principaux maîtres d'œuvre du plan de gestion de l'énergie dans vos établissements? Oui, alors c'est un enjeu majeur, on l'a bien compris, et c'est vrai qu'avant tout, c'est la direction générale de l'hôtel qui m'a donné l'impulsion pour avoir été à la manœuvre, qui doit être supportée aussi par l'investisseur, par un groupe. Donc, tout dépend aussi de la structure qui peut être franchisée, managée, filiale avec 3 inspirations différentes autour du sujet. On a le responsable énergétique ou le manager de l'énergie. Alors, sur des groupes comme celui de Kenny, peut-être que ce rôle existe, mais ce rôle est en train d'arriver de plus en plus dans les grosses structures, parce qu'il faut pouvoir se l'offrir aussi, pouvoir s'offrir cette expertise. Mais c'est une fonction qui existe. Les équipes techniques d'un hôtel, automatiquement, moi je l'ai vu à la Villa M, comme je vous l'ai dit, avec un bâtiment très, très hybride, très complexe à la fois, très pointu. Donc vous devez avoir une compétence technique adaptée, avec quelqu'un qui va comprendre un petit peu toute l'installation. Donc l'équipe technique doit être formée, impliquée. La direction, forcément, donne l'impulsion avec des formations qui peuvent être aussi données pour pouvoir gagner en compétences. Les fournisseurs d'énergie et partenaires externes, on travaille forcément avec eux. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir le même discours, le même langage, la même inspiration, la même envie de performer sur le sujet. Donc, quand on parle de centrale d'achat, ça peut être un critère dans le référencement d'un partenaire, de savoir qu'est-ce que vous faites au sein de votre entreprise pour être dans la dynamique que nous, on souhaite sur l'hôtel. Les employés, donc, vous y êtes déjà, je pense, dans vos stages, dans vos expériences déjà. Et c'est vrai que les employés sont la relation avec la clientèle, on l'a dit tout à l'heure. Donc, de la formation, de l'accompagnement, des audits, parce que sans audit, on a tendance à se relâcher. Donc, le coup de pression de l'audit est toujours important, interne. Et puis, je vais terminer par les autorités de régulation et les organismes de certification, ISO 50001, enfin, vous avez aussi tous ces organismes extérieurs qui peuvent être force de proposition pour vous accompagner. Oui, tout à fait. Et j'ai remarqué aussi qu'en effet, aujourd'hui, il y a quand même des législations qui vont changer. Donc aujourd'hui, alors ça dépend de taille d'entreprise. Donc aujourd'hui, le bilan carbone, si on prend ça comme exemple, il est obligatoire à partir de 250 salariés au plus. En revanche, ça va changer l'année prochaine parce qu'en effet, à partir de 10 salariés, il faudra aussi faire son bilan carbone. Donc là, il y a quand même un gap énorme en hôtellerie et restauration. La plupart des entreprises en France, c'est entre 0, voire 1 et 200 salariés. Donc, on est plutôt sur la petite tranche. La majorité des entreprises sont des PME. Donc, en effet, il y a quand même un enjeu important. Et donc, dès l'instant qu'on est moins de 10 salariés et qu'on a plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires, il va falloir faire son bilan carbone aussi l'année prochaine. Donc, ça va aussi aider justement à mettre en place pas mal de choses pour réduire massivement au niveau de la France. Oui, donc on se demande si on ne va pas arriver sur des lettres un petit peu comme les DPE dans un appartement que vous achetez ou que vous louez. On risque peut-être d'arriver à ce genre de choses où l'hôtel sera comme les machines à laver avec un A, de A à G.
Donc il faut vraiment être prêt. Non, c'est en parallèle. Oui, c'est déjà, je crois. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, les grands acteurs de l'industrie hôtelière, Accor, pour ne pas la citer, ont placé la décarbonation au cœur de leur asset management. Maintenant, si on se place plus humblement au niveau du marché France, et bien sûr au niveau des TPE-PME, les défis, ils sont de taille. Vous avez des structures qui sont anciennes, vieillissantes. Et puis, bien sûr, on imagine très bien tous ces gérants qui ont envie de s'engager dans cette démarche. Mais derrière, il y a aussi une réalité économique et financière. Donc la question, c'est comment on aide ces TPE, PME à améliorer leur décarbonation? Alors, vous avez dû entendre parler des aides financières et subventions, hein, aides publiques et subventions. Donc, vous en avez quelques-unes. Alors, je me permets de les lire parce que je ne les ai pas de tête toutes, mais vous avez certificat d'économie d'énergie CE, le fonds de chaleur, des aides de l'Agence et de la transition écologique ADEME. ADEME qui est plutôt très connu dans le milieu, donc il faut s'y intéresser, et qui permettent de financer des travaux de rénovation énergétique. Hein. Donc là, vous avez vraiment des aides assez importantes. Je sais que Kenny avait d'autres exemples aussi. Oui, donc en fait, l'ADEME, c'est vraiment l'agence qui va accompagner des acteurs pour mettre en place des actions. Ils peuvent aussi venir financer une partie des installations, des travaux ou encore des équipements. Donc ça peut être vraiment intéressant à regarder parce qu'en tant que TPE, PME, justement, on n'a pas toujours ni le temps et surtout ni les moyens de faire des travaux importants. Pour ajouter aussi les crédits d'impôt, ça aussi. Important à souligner et à rappeler, le site crédit d'impôt pour la transition énergétique qui existe pour pouvoir justement compléter ces aides. Oui, pour terminer, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de boîtes de coaching en reconversion énergétique. Et puis, effectivement, on parlait de réalité des choses et que vous avez parfois ce qu'on va appeler des patrons plutôt que des investisseurs qui sont propriétaires de leur hôtel. On ne les a pas embêtés pendant 30 ans. Et puis là, maintenant, on vient les voir avec cette problématique. Et c'est une problématique qui coûte très, très cher aux propriétaires. Et donc, c'est très, très difficile déjà de faire investir un propriétaire. Alors, sur quelque chose où il y a un investissement et un retour, mais alors, sur celui-là, le retour, il est un petit peu difficile. C'est se mettre aux normes. C'est comme, on y revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est comme un propriétaire à qui on dit il faut que tu descendes ou que tu montes en lettres pour louer. C'est un investissement qui est difficile. Parce que le loyer sera le même. Puis il y en a plein d'autres solutions, solutions technologiques abordables. Vous avez l'acquisition de technologies plus efficientes, chauffe-eau solaire par exemple, qui permet justement de faire des économies. Vous avez tout ce qui est smart building. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme pour les hôtels justement plus petits. Ça permet justement des solutions de gestion de l'énergie à bas coût. Donc ça existe aussi pour pouvoir limiter la facture. Vous avez aussi des financements participatifs et solutions de leasing. Et oui, le leasing existe aussi dans ce milieu-là. Ça existe dans l'automobile. Donc là aussi, vous avez possibilité donc, d'être accompagné sur des contrats de location pour les équipements éco-efficients et autres. Et puis ensuite, vous avez aussi des financements participatifs. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça permet aussi d'avoir... Et puis le dernier point, c'est l'action collaborative et mutualisation aussi qui existe pour pouvoir s'entraider, être soutenu d'une certaine manière. Alors, juste avant de donner la parole à l'auditoire, quels conseils pourriez-vous donner à nos futurs diplômés en hospitality, même en gastronomie, pour devenir des acteurs de la décarbonation au sein de leur futur établissement ? Moi, je pense que c'est un peu la réponse classique que vous connaissez déjà, mais il faut bien sûr former et s'informer. Ça, c'est vraiment le plus important. Former dans l'école, former autour de ce que vous voyez et aussi justement s'informer sur tout ce qui est législation parce qu'elle risque de changer dans les prochaines années fortement. Et donc, en effet, si on veut être aujourd'hui prêt à travailler dans ce secteur-là avec l'ensemble des contraintes, il faut surtout s'informer sur la législation, former dans l'école, mais ailleurs aussi, et surtout s'entourer des bons partenaires.
Et c'est un peu comme l'IA, j'ai envie de vous dire, hein, il y a beaucoup d'experts qui sortent de gauche à droite, de n'importe où, parce qu'ils sont tous experts de l'IA. Là, c'est un peu pareil. On a vu, surtout lorsque l'énergie était très chère, hein, on a vu beaucoup d'acteurs qui sortent de gauche à droite, de n'importe où, en disant on est expert. Donc, entourez-vous des bons partenaires, surtout ceux qui sont certifiés, ceux qui sont labellisés, parce qu'en effet, ils ont déjà fait une démarche de reconnaissance et surtout de légitimité. Moi, je pense que la meilleure formation, c'est pourquoi pas piloter un label pour un établissement. Je l'ai vécu il y a 12 ans avec une jeune fille qui conduisait les navettes de l'hôtel et qui avait un BTS de l'environnement, je ne savais même pas que ça existait, et qui a pris ce projet de la clé verte à son compte et qui a beaucoup appris automatiquement, qui a pris le sujet à bras-le-corps et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Donc ça, c'est pour moi, quand on parlait de formation, je pense que c'est un projet et tous les hôtels aujourd'hui ont besoin de cet accompagnement. Hein. Donc je vous recommande. C'est collaborer avec les fournisseurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, les fournisseurs, les partenaires extérieurs ont peut-être, eux, avancé, ont peut-être même de l'avance sur vos projets sur l'hôtel. Donc ils peuvent vous apporter des best practices, des conseils à viser. C'est la technologie écologique, forcément, c'est des outils. Kenny l'a dit tout à l'heure, il y a des outils, il faut aller les chercher, il faut les s'intéresser et les exploiter. Ça, c'est important. Donc, on est quand même de plus en plus aidé à ce niveau-là. Et c'est surtout aussi impliquer vos équipes, être un peu le leader, le manager sur le sujet. Emmenez vos équipes, vous verrez que vos équipes apporteront aussi leur vision, la réalité de l'exploitation, ce qui est possible de faire, pas possible de faire aussi, parce qu'après on a tendance un peu à aller trop loin et ça peut être compliqué pour assurer le service. Et puis on l'a dit, communiquer avec les clients, parce que encore une fois, les clients sont aussi réceptifs, mais peuvent aussi apporter une idée d'un hôtel qu'ils ont découvert dans leur parcours, surtout quand on est sur un hôtel très corporate, pour l'avoir connu à Toulouse, principalement corporate. Et là, vous avez des businessmen qui bougent énormément, qui voient ce que font les autres et peuvent être aussi force de proposition. Et alors, moi, ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous êtes en phase de recherche de travail, de trouver un hôtel qui vous ressemble par rapport à votre sensibilité, par rapport à tout ça. Et donc, si l'hôtel n'est pas à vos aspirations, leur demander dans quelle voie ils vont aller pour faire tous ces changements, pour que vous ne soyez pas trop surpris quand vous allez arriver dans l'entreprise. C'est important de connaître la position de l'hôtel, le restaurant, l'entreprise. Il y a un dernier point que je voulais souligner, que j'ai oublié, c'est mesurer, surtout c'est important, mesurer et suivre les progrès. Ça, c'est vraiment important. Parce que c'est ce qui va vous motiver vous-même, mais c'est ce qui va motiver vos équipes aussi, de leur dire, voilà, cette initiative nous a permis de gagner tant. Et c'est un travail d'équipe. Voilà. Et peut-être par la suite, nous verrons arriver peut-être des incentives, des retours sur investissement, comme on dit, qui pourront stimuler nos équipes. Je vais un petit peu plus loin dans le futur. Merci beaucoup. Je vais passer le micro au public. Donc, j'ai vu que vous souhaitiez poser une question. Donc. Bonsoir. J'avais une question. Est-ce que vous avez un pourcentage des établissements qui vont devoir investir concernant le bilan qu'ils vont devoir donner à la fin de l'année? Alors, l'homme des chiffres ce soir, c'est Kenny. Reposer la question, qu'est-ce que vous souhaitez savoir, le pourcentage? Est-ce que vous avez un pourcentage ou un nombre des établissements qui sont concernés pour investir, qui vont devoir investir pour la décarbonisation? Investir, de quel point de vue investir? Oui, voilà, faire des démarches sur le développement durable, on parlait des labels. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est 100% parce que tout le monde doit faire des efforts. Comme on a vu ensemble, c'est que aujourd'hui, le tourisme pèse quand même une certaine partie. Et en termes d'hôtellerie-restauration, justement, au-delà du transport des voyageurs, on ne peut pas intervenir. Il va falloir quand même que tout le monde fasse des efforts. Aujourd'hui, on n'a pas de
pourcentage précis parce que ce n'est pas encore obligatoire. On ne peut pas mesurer aujourd'hui l'ensemble des hôtels parce que c'est obligatoire. Ça va changer l'année prochaine. Aujourd'hui, donc, c'est une démarche volontaire. Nous, on est sur 600 inscrits sur la plateforme de bilan carbone qui s'appelle Chlorophylle. Sur les 200, on va dire arrondir, sur les 200 réalisés et finalisés par notre côté, 88 ont déjà mis en place des objectifs de réduction. Donc, ça veut dire c'est presque 40%, quoi. Et donc, ça veut dire investir en temps de travail, mais aussi en achat. Ils ne pourront pas tout changer de fur et à mesure, mais on va dire que sur les 40%, il faut quand même, sur les prochaines semaines, il va falloir quand même mettre en place des actions. Et comme disait Jérôme, c'est que nous, on fait le bilan tous les ans. C'est-à-dire que l'année prochaine, l'année suivante, ils vont regarder qu'est-ce qu'on a fait comme action. Et du coup, on va une certaine réduction de gaz à effet de serre. Merci. Et pour compléter la réponse de Kenny qui était précise, c'est vrai que les groupes, les chaînes hôtelières, je vais citer Marriott, Accor, comme vous connaissez, ont tendance à être beaucoup plus peut-être dynamiques. Pourquoi ? Parce que ils ont plus de moyens, ils se doivent d'être à la pointe, ils doivent être exemplaires aussi. À Marriott, que je connais bien parce que j'ai fait 15 ans pour eux, c'est vrai qu'ils sont les Américains sont assez avant-gardistes, visionnaires, et peut-être un peu plus qu'en Europe aujourd'hui sur ces sujets-là. Et je sais que c'est très dynamique au sein du groupe. Maintenant, c'est 7000 hôtels dans le monde, donc c'est un petit peu plus contraignant aussi de pouvoir l'impliquer. Mais dans les objectifs des directeurs d'hôtels du groupe, cette partie-là est auditée. Ça marche. J'ai une question qui pourrait en apparence paraître méchante, mais qui ne l'est pas. Vous avez dit que les émissions de l'industrie hôtelière, c'était 1% à peu près des émissions totales. Et que parmi ce 1%, la grande majorité, c'était les transports des touristes, et donc quelque chose qu'on ne pouvait pas réellement contrôler à l'échelle d'un hôtel. Mais pour un investisseur, un gérant, un propriétaire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça pour 0,15% des émissions totales ? Alors, le 1% venait de l'introduction, je pense. Nous, en effet, avec Majorian, on a vraiment regardé ça en détail. J'ai dit en effet que la plupart des 60%, justement, ça vient des transports des voyageurs. Néanmoins, sur la France complète, on peut quand même dire que 11% des émissions directes gazières viennent du tourisme. Quand je mets le tourisme de façon générale, donc ça veut dire le déplacement, les hôtels, les restaurants, etc., tout ce qui est sport, loisirs, etc. Donc, quand je mets tout ça ensemble en termes de tourisme, c'est quand même 11%. Donc oui, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, dans ces 11%-là, 16% viennent directement sur l'hôtellerie-restauration. Donc, c'est quand même important. Et deuxième partie de la réponse, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune, vous avez envie de vous lancer dans un projet, vous avez besoin de financement, enfin pour la plupart en tout cas, et les financements aujourd'hui sont quand même, la partie ESG d'un point de vue bilan est quand même aussi mesurée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste, par exemple, si je suis un hôtel et je veux vendre, il ne suffit pas juste de regarder le bilan comptable. Depuis longtemps, il y a déjà le bilan des clients, donc avec la réputation en ligne, mais maintenant vient aussi tout ce qui est carbone qui va avec. Donc ça devient des vrais éléments, on appelle ça des éléments non financiers, hors bilan, mais ça reste quand même des objectifs, comme disait Jérôme, mais aussi des KPI qu'on va mesurer. Et en cas de transmission, en cas d'acquisition, en termes de création d'offres, d'entreprises, c'est un élément très important et de plus en plus important dans les prochaines années. Je me permets de compléter. Étant donné que je travaille pour des propriétaires d'hôtels, je le vois valoriser aussi son bien. Voilà. Cette partie immobilière, acheter un hôtel, mais c'est important d'être à la pointe, c'est important d'être en connexion avec toute cette dynamique aujourd'hui. RSE, on l'a dit. Donc ça s'impose d'une certaine manière. Alors, comme vous l'avez dit, financièrement, c'est pas le secteur le plus... L'aviation, à mon avis, ils ont un gros travail à faire. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, c'est rentrer dans les mentalités, dans les attentes, et vous devez être prêt. Une autre question ? Je suis sûr qu'il y a d'autres questions. Vous êtes en bachelor majoritairement. Combien d'entre vous, vous avez fait des stages depuis que vous êtes à Ferrandi, j'imagine, pour certains, combien d'entre vous ont entendu parler des sujets de décarbonation au sein de leur structure ? Non.
Ont entendu parler même de loin. Ah, il y a une main qui se lève. Bonsoir. Alors nous, pour ce qui est de notre groupe, on est en alternance. Et c'est vrai qu'on n'entend jamais ce terme-là. Souvent, on entend RSE, label clé verte, durabilité, etc. Bon, Mais la plupart d'entre nous, on est en palace. Et bien que certains affirment et mettent haut en valeur sur leur site ou auprès des clients dans les room directory le label clé verte, en fait, puisque les clients ils sont tellement exigeants, un exemple tout simple, c'est par rapport au changement des draps. Nous, on le met bien en avant que les draps sont changés tous les 2 à 3 jours pour justement mettre en avant la réduction de CO2. Et la plupart des clients ne veulent pas. Et même souvent dans les questionnaires de satisfaction post-séjour, ils trouvent ça, entre guillemets, inadmissible que dans un palace, on ne lave pas les draps 1 fois par jour. Donc c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec les envies de la direction de l'hôtel et les attentes des clients, parce que eux en palace ils veulent que tout soit propre tous les jours, tout soit changé tous les jours, et en général il y a certains clients qui sont ouverts d'esprit, mais la majorité pas du tout. D'accord. Vous êtes donc dans un palace. C'est ça. Est-ce que vous êtes quand vous dites les clients, est-ce qu'il y a en termes de géographie Oui. des comportements qui sont plus marqués suivant une région qu'une autre? Bah alors nous on a une clientèle à 90% anglo-américaine, D'accord. mais on a de plus en plus de voyageurs du Moyen-Orient. Alors eux, c'est vrai qu'ils consomment énormément. En général, c'est sous forme de grands buffets, etc. Eux, pour le coup, je pense pas qu'ils fassent attention à la RSE du tout. Et même la clientèle américaine, certaines personnes, mais c'est très rare, hein, c'est même au restaurant, etc., au niveau du room service, parce que parfois, à la direction, on analyse les chiffres en termes de rentabilité et aussi d'apport par rapport à l'empreinte carbone. Et on est clé verte, mais en soi, si on doit écouter le client, on ne l'est pas vraiment. Très intéressant. Merci. Juste faire une remarque. Par contre, je tiens quand même à dire que sur de l'hôtellerie, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, 4 étoiles, 5 étoiles, on n'a pas ce retour client aussi incisif face à ce genre d'initiative. Moi, j'ai toujours eu des très bons retours, 4-5 étoiles. Voilà. On a une clientèle peut-être plus internationale, moins Moyen-Orient. Bon, à voir. Asiatique, clientèle asiatique, très bon retour des Japonais, très bon retour des Chinois. Bon. Donc je pense que ça reste culturel aussi. Ouais. Alors, du coup, juste pour retourner par rapport à vous avez dit, donc le but c'est un peu de faire changer la mentalité des clients et du tourisme en général pour qu'ils s'adaptent aussi aux nouvelles normes RSE qu'on peut avoir dans les établissements. Mais un client qui va payer une nuit à 2 000 €, qui viennent de partout dans le monde, comment on peut lui faire comprendre que c'est normal qu'on ne change pas ses draps tous les jours? Enfin, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Le client, il va venir dans l'hôtel pour avoir un service qui va être, du coup, aux normes et aux standards Palace, même si on va suivre, du coup, des certaines règles qu'on s'est imposées à nous-mêmes pour, du coup, faire attention à la planète, etc. Comment le client peut lui faire comprendre et qu'il accepte sans qu'il y ait de mauvais retours derrière? Non, je pense que toute initiative ne passe pas forcément bien, on l'a bien compris. Donc, si le linge, ça ne passe pas, on peut se rattraper sur d'autres initiatives qui vont permettre d'avoir des économies plus subtiles et qui soient plus acceptées par la clientèle. Je prends l'exemple du filtre que vous mettez sur votre robinet pour filtrer l'eau et pour avoir une consommation maîtrisée. Je ne pense pas que le client d'un palace va forcément le reprocher. Quand vous avez les boîtiers de vos clés magnétiques de chambre dans la chambre, et que vous mettez votre clé dans le boîtier magnétique et vous avez la coupure d'électricité quand vous retirez la clé, vous pouvez doser le temps sur le boîtier. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent permettre d'éviter que ce soit trop visible et subi par la clientèle qui, il est vrai, à partir du moment où ils payent un certain prix une nuit, peuvent faire des remarques. Mais je pense, encore une fois, je tiens à le dire, c'est très culturel à mon avis. Donc il y a une sensibilisation du personnel vis-à-vis de cette clientèle Moyen-Orient, pour les avoir cités, qui mérite peut-être plus d'accompagnement, plus de sensibilisation pour espérer être compris. Ouais. Bonjour, je peux faire une petite incartade. Donc, je ne suis pas étudiante, je suis alumni. Et je ne suis pas dans l'hôtellerie, je suis dans la restauration et je fais du marketing. Et je me permettais juste de rebondir un peu à ce que tu viens de dire. En tant que marketeuse, il n'y a justement pas que les efforts que doit faire le client
comme ce que vous disiez. Il y a aussi, dans les premières émissions, le sourcing de côté restauration et l'équipement. Enfin, nous, c'est ce qu'on va travailler. Moi, je suis côté restauration. Et ça, c'est du coup plutôt côté entreprise, faire attention de proposer des produits bien sourcés, soit localement, soit organiques, soit labellisés, avoir des équipements qui sont aussi labellisés pour des consommations moindres. Et donc, au-delà de la serviette qu'on va laver ou pas laver et qui effectivement engendre beaucoup aussi de... je dirais plutôt de déperdition d'eau d'ailleurs, il y a vraiment tout le backstage, voilà, qu'il faut travailler et peut-être valoriser aussi vis-à-vis des consommateurs, clients. Emmanuel? Nous, par exemple, dans le palace dans lequel je travaille, comme je vous disais, tout ce qui va concerner la chambre, le linge, etc., l'électricité en général, par exemple, pour l'arrivée d'un client, c'est triste à dire, mais quand c'est des gros VIP, on ne peut pas se permettre de laisser les lumières éteintes, donc on allume tout, même sur des chambres de 300-400 mètres carrés. Par contre, ce qui touche beaucoup les clients, peu importe leur origine géographique, c'est le fait que tout soit sourcé. On a notre propre boulangerie, notre propre moulin à farine, voilà, enfin, c'est vraiment ça qui marche, le fait qu'on produise le miel, etc. Mais sur tout le reste, je trouve ça assez dommage parce que les clients, puisqu'ils sont habitués à avoir tout instantanément et qu'en général, chez eux, c'est comme un palace, mais avec tous les membres, que ce soit des gouvernantes, des butlers, etc. C'est vrai que ça, c'est assez dommage parce que c'est dur de les faire changer de mentalité. Pourtant, nous, en tant qu'employés, on essaie, mais parfois, on est contraints par eux. Oui, c'est compréhensible. Hein. Les mentalités à ce niveau de l'hôtellerie sont plus difficiles les concessions sont plus difficiles à accepter. Donc c'est peut-être là une réflexion de s'adapter au milieu des palaces sur cette clientèle-là. Comment trouver le juste milieu pour que le message passe bien et qu'il soit apprécié. Ouais. Donc il y a un gros travail à faire. Ouais. 4-5 étoiles, c'est plus simple. Encore une fois, pour l'avoir vécu, où là, la clientèle comprend que la consommation est mieux maîtrisée, que toutes les initiatives qui peuvent être menées, qui peuvent impacter leur séjour, soient dans l'intérêt du sujet de ce soir. Ouais. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, si vous avez des questions, vous souhaitez poursuivre les échanges, on a un petit pot de l'amitié dans la foulée. Voilà. Merci à tous d'être restés. Merci.